j'en ai terminé pour cette ouverture. Peut-être je peux vous proposer, cher conférencier, de commencer à faire un petit tour de table de présentation. Qui vous êtes, qui vous représentez? D'accord. Donc, Magali Saint-Donat, je suis présidente de la commission RSE de l'ADI, Association des directeurs immobiliers, qui est une association qui regroupe 400 adhérents, qui a été créée en 1996 et qui représente les directeurs immobiliers, comme son nom l'indique, et qui représente beaucoup les utilisateurs, notamment vis-à-vis des instances et du législateur. Merci Magali. Sébastien, peut-être? Bonjour à toutes et à tous. Donc Sébastien Meunier, je suis vice-président de la Smart Building Alliance for Smart Cities, donc qui est la tête de pont du Smart Building en France. Notre objectif, c'est d'accompagner tous les acteurs de l'industrie du bâtiment autour de la thématique du numérique. Alors on est plus de 350 membres et puis on travaille avec tous les métiers de la filière, que ce soit évidemment les maîtrises d'ouvrage, les collectivités, les aménageurs, mais aussi donc toute la filière aval, depuis les bureaux d'études, les entreprises générales, les installateurs, et puis les opérateurs et tout le monde de l'IT également, donc les solutions logicielles, et le monde de l'énergie avec les énergéticiens. Merci Sébastien. Franck, vous représentez-vous la FPI? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Franck Ovorka, je suis le directeur technique et innovation de la Fédération des promoteurs immobiliers, donc qui regroupe environ 800 adhérents à travers la France, avec également des fédérations régionales. Et j'ai également des charges autres. Je suis également président de la Fédération européenne des ingénieurs climaticiens, donc qui regroupe 27 associations européennes, dont la ICVF est membre en France. Et je suis également président du conseil de la RICS France depuis quelques mois. Très bien. Merci Franck. Donc vous présentez effectivement, d'un côté, pour résumer, les industriels, les promoteurs et les maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, on avait, en préparant cette conférence, parce que bien entendu on l'a préparée, on parlait, Franck, que la nécessité de travailler sur le passeport du bâtiment. Oui, si je voulais, pour essayer d'introduire mon propos, dresser un tableau assez large du sujet, vous parliez de la problématique carbone, environnementale, énergétique. Il nous semble que pour arriver à cela, il faut qu'on donne les outils et la visibilité à chacun de nos concitoyens en France comme en Europe. Et un des sujets qui permettrait d'arriver à cela, c'est le passeport du bâtiment. Alors derrière ce terme se cachent de multiples définitions. Il y en a autant que de gens qui en parlent, et moi le premier. Mais je dirais pour expliquer globalement, l'idée c'est de proposer une vision dynamique de l'ouvrage avec des indicateurs dont les utilisateurs et les propriétaires peuvent s'emparer. Donc l'objectif c'est de ramener, par exemple, d'être en capacité de ramener le kilowattheure par mètre carré ou le carbone par mètre carré à un carbone par occupant. Pourquoi? Parce que quand on parle de carbone notamment, on va très souvent parler de l'impact carbone d'un individu dans son pays. Par exemple, en France, en fonction des périmètres, c'est-à-dire que si vous considérez que l'inventaire national, vous avez une moyenne, je crois qu'il doit être entre 6 et 7 tonnes de carbone par citoyen français. Et si vous y intégrez tous les imports, on est autour de 12 tonnes de carbone émis par individu. Sachant qu'à l'intérieur de ça, le bâtiment en lui-même, là aussi en fonction des périmètres, c'est-à-dire suivant ce que vous prenez entre les usages de tout ce qui est branché dans l'immeuble, les usages de l'immeuble lui-même, et puis l'énergie grise nécessaire aux composants que vous remplacez, on va tourner entre 3 et 5 tonnes pour le bâtiment, si en plus on y rajoute la mobilité. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement important parce que si vous cherchez à avoir cette vision globale, finalement, votre action locale, territoriale ou politique nationale vous permet d'agir sur des indicateurs ou sur les leviers où vous avez le plus d'effet
en termes d'efficience économique. Et c'est vraiment l'enjeu, je pense, des prochaines années, c'est de sortir de nos silos, de comprendre les impacts globaux et que tout cela est connecté au territoire et aux infrastructures, et qu'il nous faut avoir cette vision qui permet de ramener ça à l'impact par occupant, parce que ça permet du coup à tout à chacun de s'emparer du sujet et d'avoir cette vision qui lui permet aussi de savoir quel sera l'impact du kilowattheure économisé, du kilo de carbone qu'il n'émet pas. Et effectivement, grâce à ça, on a plusieurs outils dont mes collègues ont parlé plus en détail, comme le décret tertiaire qui vient de sortir, ou enfin, ce fameux passeport bâtiment qui permettrait, et c'est un des travaux un des groupes de travail auxquels je participe au niveau européen, qui permettrait aussi de faire ce lien manquant entre la performance théorique lors de la conception ou de la réhabilitation et la performance réelle en exploitation. Ouais. Sébastien, justement, le propos de la SBA, c'est de dire que effectivement, dans le contexte un peu réglementaire qu'il y a, l'infrastructure numérique va permettre d'atteindre ces objectifs. En tout cas, il va jouer un rôle. Elle ne sera pas la seule à y permettre. Effectivement, on voit cette obligation que décrivait Franck, hein, on est à 12 tonnes. On peut dire qu'aussi, il faut arrêter de prendre l'avion. Hein, ça réduit un peu, de faire du covoiturage. En tout cas, il y a le chiffre, là, je prends quelques éléments du shift projet qui défend ses idées, de manger végétarien, de n'acheter que des ordinateurs et en tout cas des tablettes qui soient reconditionnés. Enfin, il y a des gestes aussi que chacun peut mener, mais effectivement, il faut avoir conscience de ces gestes-là. Alors, si on revient plus dans le bâtiment, tout au moins dans le tertiaire, l'infrastructure numérique aujourd'hui, elle peut jouer un rôle essentiel. Oui, absolument. Je vais m'inscrire dans les propos de Franck hein, et les prolonger pour rappeler quand même que effectivement, si le bâtiment c'est le deuxième émetteur des gaz à effet de serre en France, donc on a un gros challenge de décarbonation devant nous. Il faut rappeler quand même qu'entre 90 et 2017, on a fait plus 19%. Donc on n'est pas du tout dans la bonne trajectoire. Et la trajectoire hein, qui est rappelée dans la stratégie nationale bas carbone, c'est quand même de faire moins 49% pour les bâtiments entre 2015 et 2030. Donc c'est pas du tout négligeable. Alors dans ce contexte-là, avant de dire on arrête tout et on fait que de la frugalité, on a quand même deux gros leviers. Le premier gros levier, c'est que le secteur du bâtiment est très très peu industrialisé. Il est même d'ailleurs sous perfusion de 20 milliards d'euros de soutien public étalés sur le quinquennat. Tout ça, c'est des chiffres que vous retrouvez dans la SNBC. Hein, donc, c'est bien documenté. Donc ça, c'est un premier levier très peu industrialisé. Le deuxième levier, c'est qu'effectivement, le numérique est très peu sous-utilisé historiquement. Et quand on veut mesurer justement et prendre les bonnes décisions, on a besoin de systèmes d'information. On a besoin aussi de systèmes de pilotage, de régulation. Et je dirais que dans le contexte de reprise d'activité qu'on connaît aujourd'hui, on a vu à quel point il nous fallait des bâtiments tertiaires performants. Alors performants sur le plan du carbone, mais pas que. Il va falloir reconfigurer les espaces dans le grand tertiaire, peut-être réaménager les surfaces et les postes de travail. Il va falloir aussi peut-être redévelopper une offre tertiaire plus de proximité, donc peut-être des espaces avec beaucoup plus de multipreneurs et des services, hein, puisque définitivement la maison c'est pas un bureau, donc c'est un espace familial de vie, et il faut qu'on arrive à trouver une bonne combinaison entre le domicile et le travail. Et alors, toutes ces fonctionnalités autour d'une meilleure gestion des espaces, autour d'un meilleur pilotage énergétique, se fait bien sûr avec du numérique. Hein, sans le numérique, on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités. Et puis, il y a un effet collatéral qui est très important aussi, c'est qu'avec ces bâtiments plus performants, on va aussi avoir une meilleure connexion avec les systèmes de transport et une réduction des transports. Hein, puisque si on remonte encore un cran avant, c'est les transports qui sont les premiers responsables de ces émissions et de l'impact carbone. Donc, si vous voulez, nous, on s'est emparé à la SBA du thème du numérique et on le met au centre de tous les plans d'action
Parce que justement, ça accélère et ça rend possible ces nouvelles exigences. Il faut qu'on rattrape ce retard structurel qu'on a pris dans le bâtiment. Bien évidemment, il faut continuer à mieux isoler et ainsi de suite, mais on voit que ce n'est pas suffisant. Si on se limite à ça, on ne va pas atteindre nos objectifs. Et donc, le numérique apporte des vraies solutions, tant au niveau des systèmes d'information d'aide à la décision, de pilotage, et puis, bien sûr, aussi, avec des logiciels, on peut accéder à des nouveaux services autour de l'énergie, comme la flexibilité, donc qui va pouvoir permettre de s'effacer, qui va permettre de se connecter à des tarifs plus intéressants. Voilà. Et au total, l'objectif, ça reste quand même d'avoir, par rapport à une consommation énergétique qui est utile pour notre activité sociale et économique, d'avoir l'impact carbone qui soit le plus faible possible. Et ça, grâce au numérique, on peut arriver à avoir cette optimisation. Oui. Magali, pour l'association des directeurs immobiliers, effectivement, peut-être ça mériterait qu'on rappelle un peu rapidement sur le décret tertiaire et l'arrêté, hein, les enjeux, et puis quelle est la position aujourd'hui des directeurs immobiliers, en tout cas comment ils voient les choses dans l'avenir, puisque les enjeux sur le tertiaire sont importants, c'est 40%, si je ne me trompe pas, de réduction d'énergie à horizon 2030. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, l'actualité a été riche avec la publication du décret tertiaire en juillet l'année dernière et de du premier arrêté méthode qui cale un peu comment on va arriver à ces objectifs et comment on va suivre nos consommations d'énergie, qui vient d'être publié tout début mai, mais qui est rentré en vigueur début avril. Cet arrêté est important parce que il traduit aussi quelque chose qui préoccupe depuis longtemps les directeurs immobiliers. Donc, certes, le bâtiment est un gros consommateur d'énergie et gros producteur de gaz à effet de serre, mais il faut bien savoir que dans ce gros morceau qu'on appelle le bâtiment, le tertiaire est plutôt un bon élève, ce qui ne veut pas dire qu'il doit rien faire et qu'il doit se contenter de ses bonnes performances, mais par rapport au logement, le tertiaire est plutôt en avance. Donc pourquoi ce décret et cet arrêté sont importants, c'est que ils ont une approche très globale de toutes les problématiques et de toutes les solutions. C'est certes, le numérique est important, certes, les travaux qui sont importants. Il faut savoir que ce décret, il a une longue histoire, hein, et les premiers travaux ont commencé avant 2010 pour essayer de sortir un texte qui soit applicable. Et il a une longue histoire parce que notamment, au début, on n'envisageait que les travaux pour faire des gains d'efficacité énergétique et d'émissions carbone. Le décret actuel est très équilibré entre les travaux, entre une bonne gestion, parmi lesquelles les solutions numériques sont bien positionnées, et aussi la mobilisation de tous les occupants, de tous les utilisateurs et des exploitants. Donc, effectivement, il est très global. Les objectifs sont effectivement très ambitieux puisque aujourd'hui, c'est moins 40% à 2030, moins 50 à 2040 et moins 60 à 2050 en consommation d'énergie, traduit en carbone, mais l'objectif est bien en consommation d'énergie finale. Ces objectifs pourront donc être modulés, ils pourront aussi être fixés en valeur absolue, mais pour le moment, les travaux ne sont pas finis pour avoir des objectifs en valeur absolue. Donc, nous restons bien sur des objectifs en valeur relative, en pourcentage, qui sont très, très ambitieux. Oui. Et les directeurs immobiliers sont bien sûr mobilisés pour, dans l'atteinte de ces objectifs, mobiliser tous les leviers possibles que j'ai déjà cités, dans aussi le respect des cycles de vie des actifs immobiliers. C'est-à-dire que des travaux, certes, mais des travaux qui s'inscrivent dans le cycle de vie de l'actif. Est-ce que les directeurs immobiliers pensent que cet objectif est tenable, hein? Cette question aussi vaudra pour les promoteurs, mais en termes d'objectif de moins 40%. Il est extrêmement ambitieux. Et c'est pour ça qu'on attend aussi avec impatience la fin des travaux sur les seuils en valeur absolue, parce que
traiter tout le parc immobilier à moins 40% n'est pas forcément non plus pertinent. C'est-à-dire qu'il y a des immeubles qui sont déjà aujourd'hui très performants et ceux-là, il faut les maintenir à leur niveau de performance. Ouais. Et peut-être que des solutions numériques sont justement de bons assistants, de bons candidats pour maintenir ces performances. Par contre, il y a des vieux immeubles, mais finalement de moins en moins sur le parc, qui eux pourront faire des gains en valeur relative aussi importants. Ouais. Y a Gérard qui nous pose une question en même temps, j'en profite. Vous les voyez d'ailleurs les questions, qui dit mais les objectifs fixés sont sur quelle année de référence? Alors l'année de référence, elle est au plus tôt 2010. C'est-à-dire que si vous avez bien conservé toutes les traces de vos mesures de consommation depuis 2010, vous pouvez vous baser sur une référence depuis 2010. Donc, toutes les actions que vous avez faites depuis, elles rentrent bien dans votre plan d'action pour atteindre l'objectif. Par contre, si vous avez commencé l'année dernière, votre année de référence, ça sera les mesures d'énergie de l'année dernière. C'est ça. Pour vous, Franck, quand on préparait aussi cette conférence, vous disiez, oui, c'est ce dont vous parliez d'ailleurs en préambule, c'est que il faut parler de performance réelle et son impact énergétique qu'on peut avoir. Donc, au-delà des calculs qu'on peut faire, comme vous décriviez, là on reste théorique, hein, mais qu'est-ce que réellement on va faire dans le bâtiment? Oui, c'est l'enjeu des prochaines années. Et d'ailleurs, à ce titre, notre corpus de normes et de standards européens permet d'aller vers la performance réelle, puisque on a aujourd'hui quand même un avantage vraiment important en Europe, c'est que on a tous les outils pour pouvoir faire de la simulation énergétique théorique, pour pouvoir maîtriser l'incertitude intrinsèque à tous ces calculs et mettre en place, comme le disait Sébastien Meunier, des outils de mesure qui permettent aujourd'hui, à des coûts marginaux, de pouvoir avoir des indicateurs qui permettent de savoir où on se situe en termes de performance réelle par rapport à ce qui avait été prévu dans les simulations initiales. Le problème qu'on a aujourd'hui, et qui était celui de l'RT 2012 comme des précédentes, c'est que les réglementations malheureusement, ne sont absolument pas faites, hein, ils insistent là-dessus, pour faire de la conception. Il s'agit d'un standard national qui permet d'avoir une vision standardisée de la performance conventionnelle d'un ouvrage. Donc, ça a été extrêmement utile. Hein. Encore une fois, moi depuis 20 ans, on a constaté qu'on a divisé par 2 ou par 3 la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre des immeubles neufs. Mais ceci étant dit, quand vous regardez la stratégie nationale bas carbone et la politique pluriannuelle de l'énergie, vous constatez aisément que la consommation en énergie finale du parc résidentiel, par exemple, est restée exactement la même depuis 40 ans. Ce qui signifie que en fait, tous les efforts faits depuis 40 ans n'ont juste permis que d'absorber l'augmentation du stock, qui est d'environ 1% par an. Le tertiaire, dans le même temps, on a une augmentation très importante de consommation énergétique liée principalement aux équipements qui sont à l'intérieur des immeubles. Donc voilà, l'enjeu il est là et c'est pour ça que je mettais en préambule de bien avoir en tête les ordres de grandeur, parce que sinon on peut prendre des décisions coûteuses qui n'auront pas l'effet escompté sur la consommation énergétique globale de l'ouvrage ou l'impact que ça peut avoir dans nos émissions de gaz à effet de serre nationales. Pour bien comprendre, Franck, vous dites aujourd'hui, quand on prend le logement, aujourd'hui, les économies qu'on a fait, elles ont été absorbées par d'autres types de consommation dans le logement. Non, si vous voulez, si vous prenez le diagramme de consommation en énergie finale du résidentiel, depuis 40 ans, il est plat. Ouais. Mais vous parlez tout cumulé ou par logement? Tout cumulé. Oui, c'est ça. Ouais, le 40 ans de consommation énergétique, c'est plat. Tous les efforts faits nous ont permis d'absorber les bâtiments neufs qui ont été mis sur le marché. C'est-à-dire, en gros, en fait, c'est comme si vous disiez que vous avez fait 1,5% d'économie d'énergie tous les ans, puisque c'est l'absorption du stock.
Donc voilà, le sujet qu'on a aujourd'hui, si vous regardez la stratégie nationale bas carbone dont parlait Sébastien Meunier, c'est qu'il faut passer finalement d'un effort global qui permet d'absorber peu de stock à un effort qui va vous emmener vers 6 à 8% de réduction. C'est plus du tout la même histoire. Ouais. Et donc, ça implique du coup vraiment d'avoir des actions très fortes sur les rénovations dans le stock avec des plans d'amélioration puissants. Et c'est l'enjeu des futures années. Oui, si je peux intervenir. Bien sûr, Magali. Si je peux intervenir, il n'y a pas que l'absorption du stock, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu d'accroissement du parc, certes, mais il y a eu aussi du renouvellement. Et dans le 1,5%, il n'y a pas que de l'augmentation du parc. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a augmentation forte de certains usages. Et justement, puisqu'on a parlé des réseaux et des solutions numériques. Il faut savoir que les solutions numériques, on l'a vu, sont une partie de la solution, mais ils sont aussi une partie du problème. Donc, il faut les utiliser à bon escient. Et nous ne sommes pas à l'ADI des jusqu'au-boutistes de la solution numérique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'utiliser et les placer là où on en a besoin. C'est-à-dire truffer un immeuble de capteurs n'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est-à-dire il faut des capteurs, il faut des moyens de mesure, il faut des moyens de gestion, mais pas les multiplier de manière ayatolesque, je dirais. Oui, le numérique n'est pas une fin en soi, mais justement, Sébastien, parce qu'on voit aussi les consommations qui sont liées au numérique, qui sont colossaux et qui explosent d'ailleurs dans les usages. Sébastien, pour la SBA, justement, vos référentiels, je crois que vous avez des référentiels, il y en a un qui s'appelle Ready to Service, et ces référentiels, quel est leur objectif in fine? Ça s'inscrit complètement dans la préoccupation qu'a indiqué Magali, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où on dit on va avoir besoin du numérique pour pouvoir atteindre nos objectifs, encore faut-il choisir la bonne infrastructure. Et donc nous, ce qu'on a spécifié déjà depuis quelques années et qu'on commence à déployer maintenant sur beaucoup de projets concrets, c'est donc l'ensemble des exigences qui sont atteintes pour disposer d'une infrastructure numérique qui répond à un certain nombre de critères. Donc le premier, c'est la mutualisation des investissements. En effet, le but n'est pas de truffer le bâtiment de capteurs et puis surtout pas de mettre un capteur pour chaque application ou chaque logiciel. Donc le but de ces exigences, c'est déjà de mutualiser les investissements et de montrer aussi que cette approche est bien moins coûteuse que si on raisonnait par silo. Hein. Donc déjà, c'est de considérer le bâtiment comme un système complet et non pas comme une somme finalement de silos indépendants et de lots techniques indépendants. Le deuxième enjeu, c'est la disponibilité, le partage des données qui vont servir justement pour construire les différents niveaux de service, dont le premier, évidemment, l'énergie. Et puis la troisième exigence, c'est de pouvoir faciliter le déploiement de ces services. Et à la SBA, maintenant, on a une déclinaison servicielle pour la gestion des espaces, par exemple, pour la santé et le bien-être, qui ne sont pas directement liés à l'énergie, mais qui sont liés sur d'autres critères de productivité, de la bonne utilisation des espaces, et in fine, ça a évidemment un impact énergétique. Et donc, par rapport à ça, moi, je voudrais faire un zoom, puisqu'on parle justement énergie. On est en train, en ce moment, donc en utilisant ce référentiel R2S, on a un premier service qui concerne donc la gestion de l'énergie, hein, qu'on a appelé R2S for Grid. Et donc, aujourd'hui, on a 8 sites pilotes qui sont en cours d'audit. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde dans ce référentiel de gestion de l'énergie? On regarde 3 choses. La première, c'est tous les services qui sont liés à l'aide à la décision, hein, c'est-à-dire d'avoir des tableaux de bord qui vont permettre justement aux usagers, aux exploitants, de rentrer dans un système d'amélioration continue de l'énergie, de comprendre les impacts en fait de leur activité sur le bilan, et puis d'avoir une dynamique d'amélioration continue. De prendre les bonnes décisions aussi d'investissement, soit pour améliorer le rendement de certains équipements, soit pour travailler sur le bâti.
Ensuite, le deuxième service, c'est évidemment les économies d'énergie. Donc là, on a un gros réservoir grâce au pilotage de réduction à 2 chiffres. Hein, Ouais. par En rapport au parc. pourcentage, en pourcentage, c'est combien, Sébastien, de Bah, chiffres? C'est oui, c'est entre 30 et 60%, alors suivant les usages, et puis en- évidemment suivant la situation de référence, hein, suivant qu'on est déjà un petit peu équipé ou pas du tout équipé. rien qu'avec le pilotage. Absolument. Vous Ouais. prenez le plus gros gisement, c'est avant des bâtiments par exemple qui ne sont pas équipés en LED et qui n'ont pas du tout de contrôle de l'éclairage, on peut facilement atteindre 60% Ouais. de réduction d'économie d'énergie et puis également aussi sur le chauffage, ça va assez vite. Et puis alors le troisième, Attendez, les pardon. pourcentages, c'est sur les lots concernés. Hein. Donc 60% sur la part éclairage qui elle-même ne représente pas forcément une grande partie de la consommation du bâtiment. Voilà, ça c'est en pourcentage. Après, Ouais. il y a aussi sur le chauffage où effectivement, là par contre, ça représente le premier poste de dépense, Tout à fait. tout ce qui est lié au chauffage, climatisation, ventilation. Et là aussi, on a des pourcentages à 2 chiffres. Mais si on regarde au global, alors finalement, avec le pilotage, Magali, vous précisez ça, on peut arriver à combien en économie globale? Alors, le pilotage n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire le pilotage permet de mieux exploiter les installations techniques, c'est-à-dire d'améliorer ses réglages, etc. C'est pas la fonction pilotage seule qui va faire des économies. C'est la fonction pilotage va révéler des gestes à faire sur l'exploitation des systèmes. Par exemple, programmer des réductions de température la nuit, le week-end, les jours fériés, ou éteindre la lumière la nuit de manière automatique, des choses comme ça. Donc, c'est mieux paramétrer les consignes du chauffage et de la climatisation, mieux optimiser les systèmes en fait. Et c'est du numérique et des gestes d'exploitation sur les installations techniques. Ouais. Sébastien, Mais vous aviez des chiffres, oui. Ouais. Oui, enfin, je rajouterais aussi, ça c'est vrai, hein, ce que vous dites Magali, mais il y a un autre critère aussi, c'est que le bâtiment, il n'est pas tout seul. Le bâtiment, il est connecté à un réseau d'énergie ou des réseaux d'énergie. Il est aussi dans un quartier et donc il y a aussi tout ce qui concerne une meilleure consommation de ce bâtiment. Et donc, si on veut accéder aussi à des services de flexibilité, par exemple bénéficier de tarifs plus bas à certains moments de la journée, au contraire, s'effacer pour effectivement permettre de passer des pointes, limiter les investissements qui va avec. Tout ça, ça a évidemment des impacts carbone énormes. Nous, on sort quand même d'une logique, on est dans une logique de surdimensionnement de toutes les infrastructures. Il faut que ça marche tout le temps, et puis on ne se pose pas trop la question. Ouais. Donc, si on veut atteindre les objectifs bas carbone, il faut sous-dimensionner. Alors, sous-dimensionner, ça veut dire avoir de la data, ça veut dire foisonner, ça veut dire mutualiser, et ça veut dire mieux gérer au-delà même de la performance, je dirais, des équipements et de leur régulation. C'est une meilleure prise en compte et une meilleure prise de conscience du rôle du bâtiment dans l'équation énergétique et environnementale. Ouais. Mais juste, pardon Magali, allez-y. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, si on veut faire de l'effacement ou optimiser la gestion globale, on ne peut pas le faire sans data et sans système de surveillance. Ouais. Alors justement pour la data, on arrive sur un sujet, puis je vois le temps qui court. Je voulais vous amener sur un sujet, c'est que effectivement on a des données, de la data pour compter. On parlait il y aura une plateforme qui va être en place. Peut-être on peut en parler, qui va s'appeler Opérat avec un T. Et on se disait effectivement il y a cette plateforme, il va y avoir plein de données dans cette plateforme. Et comme d'ailleurs il y a une plateforme pour les DPE, les diagnostics de performance énergétique. Il faudrait qu'on puisse avoir accès aussi à ces données, donc qu'il y ait une gouvernance de cette plateforme. Est-ce que vous pouvez peut-être, Magali, nous détailler un peu cette plateforme qui va exister? Bien sûr, donc cette plateforme elle est décrite dans le décret et un peu plus encore dans l'arrêté qui vient d'être publié. Donc c'est un gros lac de données qui va servir à tous les assujettis, donc tous ces gens qui seront obligés de faire des économies d'énergie sur les bâtiments tertiaires, à rentrer leurs données d'année de référence et tous les ans les données de consommation pour lesquelles ils sont responsables. Donc, juste en quelques mots. Ça se fera à la main ou finalement il faudra connecter des outils? Alors, ça peut se faire à la main, oui. Mais il y a des discussions avec les gestionnaires de réseau, donc essentiellement Enedis et GRDF, pour qu'ils puissent
avec l'autorisation des personnes concernées, déverser directement des données de consommation basées sur les mesures. Parce que ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, mais je réinsiste, le décret tertiaire, c'est une approche globale du bâtiment. Donc, on peut faire beaucoup de gestes, mais aussi on englobe bien toutes les consommations du bâtiment. Pas uniquement comme les réglementations passées, le chauffage, la ventilation ou la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage. Donc, c'est vraiment toutes les consommations, puisque on l'a bien vu tout à l'heure, toutes les consommations sont importantes et les accroissements, ils sont plus tellement sur le chauffage et la climatisation qui ont été longtemps les gros postes et qui le sont encore sur certains immeubles, mais bien sur tous les autres usages. Donc, ça a du sens qu'on bascule les données de comptage général des immeubles directement dans la plateforme Opera. Donc, ces données pourront être déversées, pourront être entrées à la main. Il y a des obligations pour l'occupant et pour le propriétaire. Et ces données sont prévues d'être à disposition du public de manière anonymisée, bien sûr, puisqu'on doit respecter le secret des affaires et que les consommations d'énergie peuvent révéler des choses sur l'activité qui est tenue dans les immeubles. En termes de gouvernance de cette plateforme, Franck, tout le monde aura accès à ces données C'est un enjeu majeur, hein, parce que comme l'ont dit Magali Saint-Donat et Sébastien Meunier, il faut qu'on change de monde. Il faut sortir de nos silos, être capable de travailler en mode collaboratif, d'accéder à l'expérience des uns pour améliorer la performance de l'ensemble. Donc, la gouvernance de ces plateformes est pour moi un enjeu majeur, parce que sinon, tout le monde est obligé de recollecter de la donnée, et collecter de la donnée, ça coûte cher. Collecter de la donnée, traiter de la donnée, ça a un coût. Donc, il faut absolument trouver une solution qui permette d'exploiter de l'information à coût marginal sur l'ensemble de la chaîne des participants et des parties prenantes. Donc, pour moi, l'enjeu des années à venir entre l'État, les acteurs que nous sommes et les techniciens, c'est d'avoir accès de manière open data sur ces plateformes et d'avoir accès à l'information pour pouvoir justement l'analyser et améliorer la performance des actions qu'on va tous mener ensemble. Aujourd'hui, si je prends l'exemple, par exemple, des diagnostics de performance énergétique, tous les auditeurs et les diagnostiqueurs envoient leur information sous format Excel à une plateforme qui est gérée par l'ADEME, et l'ADEME ne transmet aucune information à qui que ce soit sur ces diagnostics. On reçoit, si on le souhaite, que des PDF. Même vous, quand vous achetez une prestation, si vous omettez de demander les informations sous Excel, vous n'avez qu'un PDF qui ne vous sert à rien dans l'exploitation future. Vous voyez, cet enjeu de gouvernance multipartite, d'être capable de travailler sur la transmission d'informations, c'est fondamental. Et je vois par exemple un exemple qu'on a, nous, dans la promotion et l'immobilier, c'est que la base de données sur les prix de transaction vient d'être ouverte il y a quelques mois. Et aujourd'hui, tout le monde a accès à la base de données nationale qui vous permet, rue par rue et quasiment immeuble par immeuble, de connaître les transactions sur les 10 ou 20 dernières années. Donc ça, c'est une information qui maintenant qui est à la disposition, qui permet vraiment de travailler plus finement sur l'évolution des prix dans l'immobilier. Donc, encore une fois, ce que je voulais aussi dire en conclusion, c'est que ce qui est fondamental, c'est de sortir de la technique. C'est-à-dire que quand vous allez à un comité d'investissement pour prendre une décision de rénovation d'un immeuble, il faut sortir de la technique et être capable de traduire ces informations techniques telles que Magali et Sébastien les présentaient sur la performance énergétique, sur l'amélioration de l'impact carbone, en données de risque par rapport au futur, en données d'impact sur la valorisation. Et ça nécessite une traduction de ces données. Donc, il faut avoir une gouvernance qui permette d'accéder aux données. Et deux, il va nous falloir développer ensemble des outils de traduction pour permettre aux acteurs financiers et banquiers de prendre les bonnes décisions. Oui. En termes de données, Sébastien, finalement, est-ce qu'on peut imaginer que vous branchez aussi sur cette plateforme pour récupérer de la donnée et venir piloter un peu mieux ce bâtiment ? Bah oui, en effet, il y a la carte d'identité du bâtiment qui donne un peu ses caractéristiques intrinsèques. J'allais dire configuration d'usine avec des calculs conventionnels. Maintenant, on voit bien qu'il y a des enjeux sur l'usage réel.
et sur l'évolution réelle de l'utilisation de ce bâtiment. Donc ça, c'est ce qu'on a, et la gouvernance qui va avec, on l'a spécifié en termes d'exigence dans le référentiel R2S. Donc si vous avez un bâtiment R2S, vous avez des éléments d'évaluation de la disponibilité locale de la data, donc c'est-à-dire qui appartient au bâtiment, donc qui valorise l'actif, et des éléments aussi d'évaluation de la gouvernance de cette data. Maintenant, quand on regarde, là j'ai assisté à un audit de site donc sur le référentiel 4Grid qui s'appuie là-dessus. Effectivement, la disponibilité de ces datas temps réel ou à pas défini avec les accès évidemment de sécurité qui conviennent, on peut, je dirais, potentiellement, avec n'importe quel logiciel tiers, qui soit local ou dans une base de données distante, avoir accès au format de ces données et collecter ces données, dans la mesure où effectivement les parties prenantes se sont mis d'accord sur quelles données transmettre. Mais en tout cas, sur le plan, je rejoins ce que disait Franck, sur le plan technologique, il n'y a pas de barrière et ce n'était pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que c'est la gouvernance, c'est quelles données on veut mettre à disposition, dans quelles conditions, et techniquement, et si on respecte ces référentiels qu'on développe à la SBA, dont je rappelle d'ailleurs qu'ils sont dans le tertiaire, ils font l'objet d'une labellisation délivrée par la filiale du CSTB qui est Certivea. Donc ce sont des choses tout à fait sérieuses et bien documentées. Oui. Finalement, là, on en arrive sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il faut que, ce que vous disiez, c'est pour qu'il y ait une meilleure gouvernance, il faut que les acteurs collaborent et qui travaillent ensemble. Il y avait une question, puisqu'il nous reste 2 minutes, 3 minutes pour respecter le planning. Je vois que Franck est presque déjà dans une future réunion. Est-ce qu'il y a des sanctions est-ce qu'on peut parler, Magali, peut-être sanctions et pénalités? Oui, elles sont modestes. Elles sont modestes de manière pécuniaire, puisque il y a d'abord des mises en demeure, puis si effectivement les acteurs assujettis n'ont pas rempli leurs obligations et qu'en plus ils n'ont pas donné de plan d'action, on pourra leur imposer 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Par contre, ce que envisage le législateur, c'est plutôt des retombées en termes de communication. C'est-à-dire utiliser le name and shame pour dire tel acteur très en vue qui a une politique RSE, mais en fait dans ces bâtiments il ne l'applique pas, il n'est pas voilà. Donc c'est plutôt ça qui peut être gênant pour un acteur qui est exposé, sachant que aujourd'hui, Franck a raison, les décisions d'investissement prennent en compte beaucoup de paramètres et le fait qu'un bâtiment n'aura pas fait l'objet d'un plan d'action, n'aura fait l'objet d'aucune action et a des mauvais résultats, aura un impact sur sa valeur, c'est clair. Voilà. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec ça et mon mot de conclusion, ça sera effectivement, je suis relativement confiant sur le fait que comme ça impacte la valorisation de l'immeuble, finalement c'est aussi le marché qui va tirer vers le haut cette performance. Maintenant, le gros challenge qu'on a, il est plutôt humain aussi. C'est que par rapport à ce déploiement de fonctionnalités, d'objectifs à atteindre et de technologies, il y a forcément une mobilisation qui est nécessaire. Il y a de la formation, il y a de la conduite du changement, parce que encore une fois, on part d'une situation de référence qui est pas très bonne, avec des bâtiments avec un niveau d'industrialisation qui est faible, un niveau de numérisation qui est faible, et on voit que là, on a un challenge qui est aussi tout simplement humain. Parce que la valorisation de l'actif, c'est une évidence, et la pression sociale sur les mauvais comportements ou les pollueurs, elle ne va faire que s'accentuer. Oui. On voit d'ailleurs que finalement la Covid vient renforcer cette idée-là de fait qu'il faille avoir une politique RSE en tout cas, et donc ça vient dans ce sens. Alors je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Il est 9h45. Je peux que vous remercier Magali Saint-Donat pour ADI, Franco Vorca pour les promoteurs, Sébastien Meunier pour la SBA. Merci. Je crois qu'on a fait un tour. C'était
c'était réjouissant et je vous en remercie. On peut vous dire au revoir. Ça va être filmé, ça a été filmé, pardon, ça a été capté en vidéo et ça va être rediffusé aussi. Et comme ça, vous pourrez revoir cette conférence. Mais on est déjà nombreux. Il y a 70 personnes qui nous suivent aujourd'hui pour cette conférence. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et puis, j'espère qu'on se reparle très bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Merci à vous. Merci au revoir. beaucoup. Merci à nos auditeurs et à très bientôt. Merci, au revoir.